On dit-tu maître pâtissière? Comment on dit ça? Ben, une pâtissière ou céramiste. Céramiste, j'aime Ouais. ça. Merci, Emmanuelle Lessard, de nous recevoir chez toi. T'as des beaux verres en passant. Merci. Moi, je veux juste... Je me demande, c'est venu d'où? Quand est-ce que... C'est le film? On a parlé tantôt du fameux film là, où il y a la scène Mon fantôme d'amour. Ouais, mais... C'est-tu quand t'as vu ce film-là? T'as dit, Non. je vais être céramiste. Moi, j'ai tout le temps été attirée par les arts. Quand j'étais petite, je dessinais beaucoup. Je regardais beaucoup mon père faire du dessin aussi. Ah, ton père, Ouais. il faisait du dessin. Oui, quand on regardait nos livres de Walt Disney, là, quand on était petits, on prenait des images et on disait « Ah, papa, refais ça ». Puis dans ma tête d'enfant, là, c'était exactement la même image. Je serais curieuse de revoir ces dessins, justement, de quoi il y aurait l'air. Là. Puis j'ai tout le temps... j'ai suivi des cours d'aquarelle, des cours de peinture. Puis à l'école, mon cours préféré, c'était les arts visuels. Puis en jasant avec une enseignante, justement, Véronique Comlosy, elle me parlait des cours à Trois-Rivières. Fait que j'ai poursuivi, je suis allée faire mon DEC et mon bac en arts visuels. Puis pendant mon bac en arts visuels, il y a un enseignant qui s'appelle Jean-Paul Martel qui offrait des cours de céramique durant l'été, entre 2 sessions. Fait que je me suis inscrite à cette session-là. On pouvait y aller, je pense que c'était 3 jours par semaine. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances. On pourrait dire que c'est là que l'aiguillage s'est fait. Oui, je suis vraiment tombée en amour avec l'argile. Puis j'ai entendu parler de l'École des métiers d'art à Québec. Puis je me suis dirigée vers là après. J'ai fait un DEC en métiers d'art après mon bac en art. Puis la formation, comment ça fonctionne? Je suis juste curieux. Pour la formation, tu es déjà annoncé? Quand je donne mes cours, là? Oui, quand tu donnes tes formations de céramiste. Je cherche pas le monde, c'est eux autres qui viennent vers moi. Ça n'a pas dû être de même jour au lendemain. Au début, j'ai fait des petites publicités là, sur les babillards, mais le monde, il ne me rejoignait pas par là. C'était vraiment quand je faisais un salon de Noël, les marchés de Noël dans le temps des fêtes, là, j'ai tout mon inventaire avec moi, puis le monde, ils sont curieux, ils posent des questions. Puis souvent, il y en a qui me demandaient « Est-ce que tu donnes des cours? Est-ce que tu pourrais m'en donner? » C'est comme ça que ça a commencé. Puis moi, au départ, oui, je voulais donner des cours, mais j'ai jamais... pas que j'ai jamais été attirée, mais j'ai pas la place chez moi pour donner un cours à 10 personnes en même temps. Je voulais que ça soit un cours privé de 1 à 2 personnes. Puis la manière que moi, comme je dis à mes élèves, la manière que moi j'ai appris le mieux, c'est quand mon enseignante, elle venait s'asseoir devant moi puis qu'elle corrigeait mes erreurs au fur et à mesure. Quand on était plusieurs en première année, par exemple, on était 12 dans la classe, quand on a une question, on lève notre main puis on attend longtemps des fois. Oh oui. Tandis que quand l'enseignante elle vient tout corriger nos erreurs au fur et à mesure, là, ça va beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Donc, tu as ton atelier ici au sous-sol, ça fait combien de temps? Ça fait 11 ans qu'on est ici. OK. Puis quand on est arrivé, j'étais enceinte de ma fille, elle a 10 ans. Oui. Donc, le temps de m'installer, là, je dirais que ça fait à peu près ça 10 ans là, que mon atelier est prête puis que je travaille dedans. Puis je suis curieux parce que, comme j'ai dit, moi, je t'ai vu, tu t'es impliqué au Grave. Est-ce que ici, dans d'autres sphères d'activité, pas nécessairement dans le culturel, à Plessisville, est-ce que tu t'impliques dans ta communauté? Oui, j'ai déjà invité la gang de la Maison des Jeunes ici. Ils sont déjà venus faire un atelier ici. Vous avez une belle Maison des Jeunes, on peut-tu vous le dire? Oui, c'est vrai. Puis là, ils se sont installés un atelier de céramique. Pour vrai? Dans le garage en arrière de la maison, là. Ah oui? Oui. OK. Ça a été inauguré. J'ai été là pour la journée d'ouverture aussi. Puis j'ai des projets que j'aimerais faire avec eux, là aussi, là. Ouais, retourner, donner des cours là-bas, aller stimuler les jeunes, là, à faire des projets artistiques. C'est important. Ouais. C'est important, la mécanique de toucher, d'avoir le tactile quand t'es jeune. Puis ces jeunes-là, c'est des jeunes souvent, en tout cas, qui sont pas les plus favorisés, sans dire qu'ils sont défavorisés. Moi, je trouve que c'est une des belles... En tout cas, j'en connais pas beaucoup, je peux pas le dire, mais je trouve que c'est une des belles maisons de jeunes. L'équipe est super sympathique là-bas aussi. Là. Ouais. Fait qu'on va-tu voir ça en bas? Je vais te présenter... Alexandre va se présenter. OK, parfait.
Donc, Emmanuelle, on est dans ton studio. C'est quand même surprenant. Ben, studio ou atelier? Je dis mon atelier, mais Atelier. c'est comme tu veux. D'accord. Allons-y pour le mot atelier. C'est quand même surprenant parce que vu de l'extérieur, chez vous, on soupçonnerait jamais qu'il y a tout cet équipement. Oui, je dis souvent au monde que mes enfants, malheureusement, ils n'ont pas de salle de jeu. C'est tout à moi. C'est dans mon atelier. T'es fait-tu jouer dans de l'argile? Oui, ma fille, à l'âge de 1 an à peu près, je dirais, là, je l'ai amenée dans l'atelier. Puis j'avais une chaudière. Je mets tout le temps dans une chaudière de l'argile que je récupère quand je tourne. Ce qui reste autour, je mets ça dans une chaudière pour la récupérer plus tard. Puis c'est mouillé, c'est de la bouette, finalement. Mm-hmm. J'ai pris les 2 mains puis j'ai mis dedans parce qu'elle regardait ça puis elle faisait rien. Puis je voulais lui faire découvrir la matière, le toucher. C'est important à cet âge-là aussi. Puis elle a aimé ça. Puis elle en fait encore. Oui? Ouais. C'est ça qui t'a attiré, toi aussi, vers ce matériau-là? Quand tu t'es mis les mains dedans, t'as fait « Oh, il se passe quelque chose! » Bien, c'est durant mon bac à l'université qu'on touchait à toutes sortes de matières. On faisait toutes sortes de choses comme on avait des cours de peinture, des cours de sculpture, des cours de gravure. Puis c'est dans mon cours de sculpture, quand je faisais des maquettes ou des choses avec de l'argile, c'est là que je suis vraiment tombée en amour avec la matière. C'est au toucher aussi, finalement. Ouais. Pour faire de la poterie, est-ce que c'est le seul matériau possible ou s'il y en a d'autres? Il y a différentes argiles, mais je dirais que c'est pas mal le seul. Là, il peut y avoir de la porcelaine. Moi, j'utilise du grès, mais la porcelaine, c'est encore plus pur. Okay. Elle est blanche, là. Mm-hmm. Donc, c'est l'argile plus fragile? Ou c'est une différente technique? Ça cuit à plus haute température. Okay. On peut la faire plus mince, donc oui, elle est plus fragile à cause de ça. Il y en a qui font des lampes tellement que c'est mince aussi. On peut voir la lumière au travers. OK. Ouais. Puis tu me dis que tu as différents types d'argile. C'est quoi qui les différencie? C'est souvent le degré de cuisson, la couleur. Comme moi, j'utilise de l'argile qui est grise. Après la cuisson, elle devient couleur crème. Mm-hmm. Il y en a qui ont des petits picots dedans. De la porcelaine, c'est ça, c'est fait pour être fin, c'est blanc. Il y a de l'argile rouge comme ça. Ouais. Ça vient des... Les sols qui sont plus ferreux vont donner de l'argile rouge. Il y en a qui vont cuire, comme de la faïence, ça va cuire à basse température. Ça va être une argile qui est plus poreuse. Puis c'est une argile qui va être moins solide aussi. OK. Elle va pouvoir s'effriter plus facilement, là. OK. Ouais. Puis comment fais-tu pour amener de la couleur dans des pots, dans des bols, dans des tasses? Je crée des engobes. C'est des oxydes colorants que je prends, que je mélange avec d'autres matières argileuses qui donnent un peu comme de l'argile liquide colorée. Ça s'appelle des engobes. Sinon, moi, ce que je fais, c'est que je vais faire une glaçure transparente. Je vais émailler toutes mes pièces avec cette glaçure-là, puis avec mon fusil à broche, je vais prendre les oxydes colorants, mélanger avec de l'eau, je vais venir vaporiser par-dessus. OK. Ouais. Puis l'apprentissage se fait comment? Est-ce qu'on commence par apprendre à faire littéralement un objet ou c'est plus des formes qu'on va travailler puis les objets viennent plus tard? On va commencer par une forme cylindrique parce qu'il faut apprendre à centrer l'argile. Si on parle du tour, là, le façonnage, ça va être d'autres techniques. Mais si on parle du tournage, on va commencer par centrer l'argile, ouvrir, puis faire les montées. Tant que ces étapes-là ne sont pas bien apprises, on va laisser faire les autres formes. Okay. Parce que c'est plus compliqué. Après ça, on va pouvoir, un coup qu'on a notre cylindre, on peut venir galber la forme. Si je veux donner une forme déjà arrondie, je vais avoir de la misère à faire mes montées après. Les montées se font tout le temps à droite. Donc, c'est pour ça que les premières pièces, ça va être souvent des verres, des tasses, des petits verres, des petits bols, pas trop gros, là. Mm-hmm. Ouais. Parce qu'il n'y a pas juste cet instrument-là avec lequel travailler pour faire de la poterie. Non, on peut façonner, on peut faire de la sculpture. Moi, quand je fais mes sculptures, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une forme grossière, puis après ça, je vais venir en enlever. Comme quand je fais mes sculptures comme celle-là ici, là, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait comme un gros triangle, si on veut, puis après ça, je suis venue dégrossir là, ma pièce. Sinon, on peut étirer aussi. On peut étirer les anses des tasses. Quand je fais mes arbres aussi, j'étire les branches. Ce que je fais dans des ateliers de groupe aussi, c'est que je me suis fait des formes
en plâtre, des rondes bosses en plâtre, puis on vient faire des plaques d'argile, on imprègne des motifs dedans, puis on vient couvrir la ronde bosse de plâtre là, avec ça. Fait que ça vient épouser la forme de la ronde bosse en plâtre. OK. C'est une autre technique. Ouais. Ouais. Puis tes argiles, tu disais plutôt que tu pouvais les récupérer, donc toutes tes retailles et tout ça. J'imagine une fois cuit, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire avec ça. Non, on peut plus. Ouais. C'est vraiment, tant que l'argile n'est pas cuite, là, si l'argile est dure, elle est molle, elle se travaille pas bien, là, je vais pouvoir la mixer ensemble pour refaire une belle argile. Je la laisse reposer une semaine de temps pour qu'elle retrouve sa flexibilité, que l'humidité se répande partout dans l'argile. Puis après ça, je peux retravailler avec. Mhm. Ouais. Parce que c'est ça qui est important à conserver, c'est le degré d'humidité dans ton argile. Oui, c'est sûr qu'elle va mieux se travailler. C'est son côté aussi, on appelle ça de l'argile qui est grasse. De l'argile, par exemple, que je ramasserais en forêt. Elle a ramassé des branches, elle a ramassé du sable, de la roche. Là, on appelle ça, on dit qu'elle est grasse, elle est comme sale, si on veut. Là. Mm-hmm. On peut la faire sécher, la tamiser, la retravailler. D'aller trouver de l'argile en forêt ou tout le kit. As-tu déjà tenté l'expérience d'aller te trouver une tale en quelque part? Mon conjoint m'en a déjà ramené de son travail. Il travaille dans le forage. Ouais, OK. Donc, ça y arrive de trouver des bonnes quantités d'argile. Bien, des bonnes quantités. Il y a des places il y a une place qui a pu s'en prendre un sac. Là. Mm-hmm. Puis je l'ai tournée, je l'ai cuite là, à basse température pour faire des tests, mais j'ai pas testé à plus haute température. Parce que l'argile, si elle n'est pas cuite à la bonne température, elle peut fondre sur ma tablette. OK. Elle peut buller. Il faut faire des tests. Là. Ouais. OK. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais essayer, par exemple, un jour, là, de vraiment là, aller chercher l'argile dans la nature, puis travailler avec. Là. Ouais. Y en a-tu dans le coin ici, des spots d'argile? Sûrement, j'en connais pas, là, mais sûrement. Ouais. Parce que c'est quand même un matériau très précis. Tu peux pas prendre n'importe quelle terre pour faire ça. Ouais. Il y en a qui m'ont déjà parlé de la rivière à l'argile, mais je sais pas dans quel coin exactement c'est, là. OK. Bon, mais s'il y a un prospecteur d'argile qui nous écoute, vous pouvez entrer en communication avec Emmanuel. Puis là, ensuite, pour donner les formes, là, on voit que tu as quand même beaucoup d'outils. Oui. Y a-tu des outils qui sont vraiment que pour faire de la poterie ou c'est des trucs que tu peux ramasser? On peut ramasser toutes sortes de choses. Il y en a qui m'ont donné des outils de dentiste, là. Oui, OK. Mais, ouais, on ramasse toutes sortes de choses pointues, ronds. J'ai des estecs comme ça en métal. Quand je vais venir tourner, je vais venir lisser avec ça après sur la paroi de ma pièce, avec l'éponge aussi. Je vais utiliser beaucoup d'outils pour faire les décors. Je vais venir graver des dessins. Je vais venir... quand je fais la finition, aussi quand je viens tournasser le fond pour faire le pied d'un bol ou d'une tasse, je vais venir utiliser certains outils là, plus plats pour venir enlever de la matière. Ouais. Et puis, la majeure partie de ton travail, est-ce que c'est sur commande ou tu fais encore de l'exploration de ton côté, tu fais une série, puis... tu la mets en vente ensuite? Ou, Souvent, c'est un petit peu des deux, parce que souvent, je vais faire une série quand j'ai un événement comme un marché de Noël ou des choses comme ça. Je vais faire c'est ce qui va le mieux, d'ailleurs. Je prépare toutes mes mottes d'argile. Si je veux faire une série de 10 tasses, par exemple, je vais faire 10 boules d'argile de même quantité. Comme ça, puis j'ai ma règle avec moi, fait que je vais venir mesurer la hauteur, puis la largeur aussi, pour qu'ils soient toutes pareilles, si quelqu'un veut en acheter plusieurs. Puis d'un autre côté, il y en a qui m'appellent pour faire des commandes spéciales. Souvent, ça va être déjà dans les couleurs que j'utilise, parce qu'ils m'ont choisi pour faire leurs commandes, mais ça arrive aussi que j'ai des commandes plus précises, là, plus spéciales. Oui. Puis tu as développé ta marque de commerce aussi, là. Est-ce que je crois que c'est celle que je vois là avec la... Celui-là, ça, c'est un motif que je grave dans mes pièces, là, si tu veux voir. Depuis que j'étudie la céramique, ils nous ont dit vraiment, ils nous dirigent vraiment pour devenir un travailleur autonome, avoir justement nos marques de commerce, si on veut. Puis j'utilise toujours pas mal les mêmes teintes de couleurs. Ça a évolué aussi depuis ma sortie de l'école, mais ce motif-là est toujours resté. Puis comment est-ce que ce motif-là est venu à toi?
Je me suis mis sur des plaques d'argile à venir graver. J'aimais travailler avec l'engobe. Ça, c'est, comme je parlais tantôt, l'argile colorée, là, liquide. Je viens mettre de l'engobe noire. Après ça, avec un outil, je vais venir graver mon motif. Puis la petite feuille ici, c'est parce que je faisais un projet à l'école. Je voulais faire un set pour le thé. J'avais fait une théière, des petits gobelets à thé comme ça, des pots à thé. Puis on m'avait expliqué que que les Japonais, eux autres, utilisaient dans leur cérémonie de thé, il fallait toujours qu'il y ait un motif à l'avant. Quand on sert le thé, puis quand on le reçoit, on le remet avec le motif en face de notre invité. Puis je me suis mis à faire des petits motifs comme ça. Fait que si je voulais représenter, pas nécessairement du thé, mais ça me fait penser à une petite germe de blé. Puis il y a tout le temps un petit côté campagne dans ce que je fais. Là. J'aime ça. C'est pour ça que je choisis cette argile-là aussi qui fait plus rustique. Puis c'est ça. Je trouvais que de jouer avec ces 3 motifs-là, que c'était intéressant. Ben oui. Donc je les ai gardés. Toi, avec ton art, la poterie, tu peux aller autant dans de l'artisanat ou de l'utilitaire, mais tu as l'artistique aussi qui vient derrière. Tu en as des sculptures, tu en as une là-bas. Je crois que je l'avais vue. Avais-tu participé aux Les Fenêtres qui parlent? Oui, elle était là. C'était en plein celle-là. Ben oui. Oui. Moi, quand je me suis inscrite à l'École des métiers d'art, c'était pour faire une suite à mon bac en art visuel, justement. C'était la sculpture qui m'intéressait. Je voulais travailler la matière, mais j'étais curieuse, oui, d'apprendre à faire de l'utilitaire, mais de monter des expositions, ça m'a tout le temps animée. Ça a tout le temps été important pour moi aussi. De transformer la matière, faire des œuvres que personne d'autre fait aussi. Il y a une autre sculpture aussi qui est dans le fond à l'entrée de ton atelier, qui est comme une espèce de tronc avec une chauve-souris qui est là-dessus. Il a dû y avoir beaucoup de travail pour aller chercher tous les détails de la chauve-souris. Oui, j'ai regardé, j'ai fait des recherches sur Internet, puis je me suis inspirée de plusieurs modèles là, pour faire le visage, les ailes, tout faire les petits détails. Ouais. C'est quelle espèce de chauve-souris? Je sais pas le nom, mais ça doit être une chauve-souris d'Afrique. Là. Ils ont un visage un peu comme un chien. C'est ce que je trouvais beau de ceux-là. Puis pourquoi avoir choisi ce thème-là, la chauve-souris? C'était une inspiration à partir d'une exposition que j'ai faite au Musée du bronze à Inverness. C'était le bronze et la bête, l'empreinte d'un terroir. Okay. Je voulais faire un animal, mais je voulais pas que ce soit un chevreuil, un cheval, que je savais qu'il y aurait de toute façon. J'ai regardé un livre totem, puis je suis tombée sur la chauve-souris qui dit que la chauve-souris qui dort la tête en bas en faisant le contraire de tout le monde, ça l'expliquait le changement en soi. Puis cette chauve-souris-là, c'est ça, c'est la transformation de soi. Là. OK. Ouais. Est-ce que ça a amené un changement en toi? Je sais pas. J'en ai fait plusieurs. Il y en avait 3 pour cette exposition-là. Je m'étais inspirée d'une petite histoire que j'avais entendue, là, que c'était l'histoire du chaman pour se sortir de ses égos qu'il a pris dans son peuple. Il doit se retirer de son peuple pour redevenir une personne nouvelle. Puis, donc, j'avais fait une chauve-souris couchée, morte sur le sol, qui représente la mort de l'ego. J'avais fait celui-là qui représente la transformation de soi. Puis j'en avais un autre en bronze qui était au mur, là, c'était l'envol, le nouveau soi, finalement. Mais ça reste quand même une figure emblématique pour toi. Si tu l'as mis sur ta carte d'affaires, il y a quand même une association à faire avec cette chauve-souris. Oui, mais la chauve-souris, on la voit pas souvent dans des expositions. Je travaille beaucoup l'herbe aussi, puis je voulais qu'il y ait un arbre sur ma carte d'affaires. Puis la chauve-souris, c'est ça, elle a fait beaucoup jaser. J'en ai exposé aussi pour le chemin des artisans. On a fait une grosse murale avec plusieurs artistes. Puis j'ai fait des chauves-souris aussi. Ça fait jaser beaucoup. Puis en les mettant sur ma carte d'affaires, ça montrait mon côté sculpture aussi, là. Au lieu de montrer juste l'utilitaire. Ouais. Oui, c'est une très belle pièce aussi. Merci. Mais dans tes sculptures, tu étais encore sur de l'argile. Est-ce que tu as d'autres matériaux que tu intègres aussi? Des fois, oui, j'ai des arbres qui sont au mur, qui ont des tiges de métal qui retiennent l'arbre.
Puis je trouve ça bien d'intégrer les deux matières. Pour mes sculptures, je vais travailler aussi, comme on en voit une là, avec l'argile rouge pour faire mes arbres. Je vais des fois mélanger 2 argiles aussi. Je vais faire une branche d'arbre en argile rouge avec un bol que je vais laisser couleur naturelle, là, couleur crème. Ouais. Puis où est-ce que tu vas chercher tes inspirations pour tes sculptures? Parce que là, tu as des personnages, tu as Ouais, une souche. Souvent, je vais m'inspirer des expositions que je vais faire. Comme ça, par exemple, c'était pour l'exposition pour le 150e de la ville de Victoriaville. J'avais fait des personnages, c'était 5 personnages en argile, là, sans cuisson. C'était pour représenter tous ceux qui étaient passés par Victoriaville pendant 150 ans. Il n'y a pas personne qui vit 150 ans. Donc, c'était des personnages que je laissais en argile sans cuisson, que je laissais à l'extérieur pour que la nature fasse son bout de travail, pour que l'argile fasse un retour à la terre. Ça symbolisait le retour à la terre natale. Ça symbolisait aussi la mort parce que personne vit 150 ans. C'était sur la rue de la Gare. Donc, c'était des voyageurs en même temps. Là. Il y en a qui avaient leurs petites valises. Il y en a qui étaient avec des habits d'époque, d'autres plus d'aujourd'hui. Fait que c'était un peu... ça a pris combien de temps pour une sculpture comme ça pour retourner justement à la terre? Il y en a une là, que j'ai documentée vraiment à tous les jours. Je prenais des photos. L'exposition était en septembre, puis à la mi-décembre, elle était retournée à la terre. Ah oui, OK. Ouais. Bien, c'est sûr qu'en automne, il pleut beaucoup plus. Oui, fait que c'est pas mal ça qui les atteint pas mal. Oui. Avec le soleil, là, il y avait plein de craquelures. Là, c'était beau dans le visage de ma sculpture. Elle a eu un sourire qui a fendu jusqu'aux oreilles. Oui, c'était super beau. Ça avait l'air de des sculptures romaines avec toutes les craques. Oui? Ouais. C'est quasiment organique rendu là. Ça y amène une vie. Oui. Moi, j'ai fait une sculpture, puis Dame Nature l'a terminée. Ben oui, absolument. Ouais. Puis tes prochaines œuvres, tes prochains... on ne dirait pas événements, parce que présentement, en temps de COVID, il n'y a pas grand marché qui vont fonctionner trop. Présentement, sur ce que je travaille, là, c'est mon site Internet. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. Puis j'ai été approchée par Ludovic Agier de Tant qu'à faire, ça s'appelle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Là. Dans le fond, lui, il a créé un site Internet pour rassembler tous les artistes. Par exemple, si on va à Victoriaville, puis là, je veux chercher dans la région de Victoriaville un photographe ou une céramiste, là, il va nous sortir tous les artistes qui sont inscrits sur ce site-là. Si je vais au Lac-Saint-Jean, ça va être pareil. On va retrouver... Fait que chaque artiste, chaque artisan a son site Internet, mais relié à Tant qu'à faire. OK. Donc, c'est un répertoire là, assez complet. Oui, quand même. Plus que... là, c'est nouveau. Ça fait pas tout à fait 1 an là, que c'est commencé, mais il y a de plus en plus d'artistes qui embarquent dans ça. Puis moi, faire un site Internet, ça faisait longtemps que j'en voulais un, mais c'est pas du tout dans ma zone de confort. Donc, Ludovic, il m'aide vraiment beaucoup. Quand j'ai des questions, il est là, puis il m'aide. Je vais avoir aussi une boutique en ligne avec ce site-là. Donc, on peut voir toute la céramique utilitaire que je fais, puis aussi mes sculptures. Hors caméra, tu me disais que quand tu fais cuire tes œuvres, ça perd de sa dimension. Est-ce que tu gardes ça en tête quand tu les façonnes? Tu te dis, bon, mais ça va être encore plus petit. Donc, quand tu fais du petit, tu calcules un peu plus gros. Oui, bien, au début, je me fais tout le temps comme quand j'ai fait mes tasses, je me fais tout le temps des tests. Là, j'essaie des formes. Puis là, quand j'aime cette forme-là, bien là, je fais une série. J'ai un cahier aussi que je garde toutes mes grandeurs, comment les faire. Parce qu'un client qui en échappe une chez eux puis qui en veut une autre, bien, il faut qu'elle soit pareille. Donc, j'ai toutes déjà mes grandeurs pour savoir, après la cuisson, ça va être... J'ai des commandes spéciales aussi, là, j'ai pas le choix de calculer pour que ça fitte. Des fois, je vais faire un contenant, puis le couvercle, il a craqué pendant la cuisson, par exemple, il faut que je le refasse. Bien là, il faut que je prenne en considération que là, ça va rapetisser, ça va perdre 12 % du volume. 12 %, c'est quand même considérable. Oui, bien sur une petite pièce, ça paraît pas beaucoup, comme sur une tasse, comme ça. Je vais faire 11 cm de haut. Après la cuisson, ça va faire 10 cm de haut.
Ça perd ok. 1 centimètre. Ouais. Mais sur un grand bas, la salade, bien là, ça va paraître plus. Ou sur un vase pour mettre les ustensiles aussi, il faut que je le fasse, mettons, je vais faire 15 cm. Bien là, il va peut-être en faire 12, après 11, je sais pas. Mhm. Ouais. Puis ces pièces-là, on les retrouve sur ton site web. Tu disais que tu allais avoir une boutique en ligne Ouais. bientôt ou elle est déjà en ligne? Bientôt, là, je suis Ok. en train de travailler le brouillon qu'on appelle. Là. Je mets Mhm. tout en place avec Ludovic, puis quand ça va être prêt, on va le mettre en ligne. Bien, il est déjà en ligne, mais mes pièces ne sont pas encore à vendre là, Ok. en ligne. Ouais. OK. Puis sinon, est-ce que tu as une page Facebook? J'ai une page Facebook personnelle, Ok, mais mais j'ai t'as pas pas, encore la professionnelle. Emmanuel Céramiste? Non, c'est ça. OK. À travailler aussi. Ouais. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Une étape à la fois. Ouais. Excellent. Ben merci beaucoup de nous avoir reçus. Ben merci à vous d'être venus.